Elle attendit 3 jours à la gare, jusqu'à ce que l'enfant aux bottes trop grandes lui demande « Voulez-vous épouser mon père ?» Duster, Wyoming. Printemps 1875. Le vent qui dévalait des collines arides faisait grincer les enseignes de l'unique gare de la ville. Ce n'était qu'une cabane d'une seule pièce, avec un banc trop étroit pour y dormir et un poêle trop rouillé pour y trouver la moindre chaleur. À l'intérieur, Barbara Hart serrait un papier plié qui, autrefois, lui avait promis une nouvelle vie. « C'est ce que vous êtes en train de me dire ?» demanda-t-elle au chef de gare. « Il n'y a pas d'Ezra Whitlow dans cette ville. » Le vieil homme se gratta le menton. « Je suis ici depuis 30 ans. Il n'y a pas de Whitlow. »« Jamais eu. J'ai posé la question. Pourtant. Mais j'ai reçu une lettre. Il disait avoir un ranch près des contreforts. Ce serait nouveau pour moi. Vous êtes sûr que c'était bien Duster ?» Elle lui tendit l'enveloppe. Encore une fois. Ezra Whitlow, Duster, territoire du Wyoming. Le cachet de la poste semblait authentique. Tout semblait authentique. Et maintenant, tout s'était envolé en fumée. « Vous devriez attendre à l'intérieur, » dit l'homme gentiment. « Les nuits sont fraîches. » Elle sortit et s'assit sur le banc. Ce fut le premier jour. Le deuxième jour, elle mangea son dernier morceau de pain rassis. Son sac de voyage lui servit d'oreiller. Les habitants passaient en chuchotant. Certains lui offraient des biscuits. La plupart se contentaient de la dévisager. Près du puits, elle entendit « Encore une. La troisième cette année. La pauvre, elle a l'air pleine d'espoir, en plus. » Elle mordit dans sa croûte de pain, trop fière pour pleurer. Le troisième matin, le chef de gare lui apporta du thé. « Pas de nouvelles ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Il y a des types par ici qui aiment causer des ennuis. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient falsifié des lettres pour des épouses par correspondance. Ça arrive. » Barbara regarda les collines où l'espoir aurait dû se trouver. Elle se leva, lissa sa jupe. « Quand part le prochain train pour l'Est ?»« Après-demain. » Elle hocha la tête. « Alors j'attendrai encore un peu, mais pas pour Ezra. » Cet après-midi-là, alors qu'elle se tenait près de la clôture, elle sentit qu'on tirait sur sa jupe. Elle baissa les yeux et vit une fillette, 5 ans tout au plus. Des bottes trop grandes, de la poussière dans ses tresses et des yeux de silex. « C'est vous, la dame abandonnée ?» demanda la fillette. « Pardon. Vous avez le sac et le visage triste, c'est ce que papa a dit. » Barbara faillit rire. « Oui, mais je crois que je ne suis plus cette dame-là. » La fillette pencha la tête. « Voulez-vous épouser mon père ?» Barbara se figea. « Quoi ? Il habite là-bas. Il a besoin de quelqu'un. Je crois que vous êtes quelqu'un. » Avant que Barbara ne puisse répondre, la fillette lui prit la main. « Venez, je n'ai pas le droit d'aller en ville toute seule. Il vaut mieux que vous veniez avec moi. »« Qui est votre père ?»« Thomas Callahan. Il dit qu'il n'a pas besoin de femme, mais peut-être que personne ne le lui a jamais vraiment demandé, pas vrai ?» Barbara hésita, puis elle suivit. Après 3 jours sur un banc, après avoir tout perdu, y compris le peu d'espoir qui lui restait, la main d'un enfant était la première chaleur qu'elle sentait depuis longtemps. Ils arrivèrent au ranch au crépuscule. Une maison robuste à la peinture écaillée, une grange penchée, 2 chevaux qui les observaient. Un homme sortit sur le porche, s'essuyant les mains. Épaules larges, yeux sombres, un visage taillé dans la pierre. Mazie courut vers lui. « Papa, j'ai ramené quelqu'un. » Il regarda Barbara, puis sa fille. Son visage ne changea pas. « Je n'ai pas demandé de femme, » dit-il sèchement. Barbara serra son sac, mais releva le menton. « Alors peut-être que quelqu'un d'autre m'a envoyé pour vous. »
Elle jeta un regard à Mazzie, et pendant un instant, quelque chose se brisa sur le visage de Thomas Callahan. Pas assez pour un sourire, mais assez pour voir que l'homme apprenait encore à ressentir. Barbara Hart avait bien l'intention de partir à l'aube. Elle passa la majeure partie de la nuit éveillée dans la chambre que Thomas Callahan lui avait offerte à contre-cœur. Un lit dur, une couverture fine, un silence si pesant qu'il lui bourdonnait aux oreilles. Son sac était prêt avant le lever du soleil, ses bottes lacées, son esprit préparé à un autre rejet. Mais en s'avançant dans le couloir, elle entendit une toux, un petit sifflement rauque, puis une voix faible et plaintive. « Madame Barbara ?» Mazzie était assise, recroquevillée sur le seuil, les joues en feu, les yeux larmoyants et sans ses bottes. Barbara s'agenouilla. « Tu devrais être au lit, » murmura-t-elle en touchant le front de la fillette. « Tu es brûlante. »« Je me sens mal, » dit Mazzie, retenant ses larmes. Barbara jeta un œil vers la cuisine. Aucune trace de Thomas. Elle souleva maladroitement Mazzie et la ramena au lit. Elle n'avait jamais porté d'enfant, mais Mazzie s'agrippa à sa chemise sans hésiter. Thomas apparut, attiré par la toux. Il s'arrêta sur le seuil, la mâchoire serrée. « Elle est malade ?» demanda-t-il brusquement. Barbara hocha la tête. Une petite fièvre, mais bien réelle. Il traversa la pièce en deux enjambées. Mazzie tendit de nouveau la main vers Barbara. Thomas le remarqua. « Elle vous veut, vous, » dit-il. « Elle n'aime jamais les étrangers. » Barbara lissa la couverture. « Alors peut-être que je vais rester. Juste le temps qu'elle aille mieux. » Thomas hésita, puis acquiesça. « Il y a de l'eau et du bouillon dans le garde-manger, si vous savez ce que vous faites. » « J'étais institutrice, » répondit-elle. « Pas infirmière. » Il se détourna et partit. Le ton était donné. Barbara resta, non pour lui, mais pour l'enfant qui se blottissait contre elle chaque nuit. Pendant la journée, elle balayait, allait chercher de l'eau, aidait à nourrir les animaux, trébuchant sur les poules ou sur sa propre jupe. Rien n'était facile dans un ranch. Ses mains se couvrirent d'ampoules à force de pomper l'eau. Ses jambes lui faisaient mal à force de s'accroupir dans le potager. Mazzie fut malade encore 2 jours. Barbara lui faisait la lecture chaque après-midi dans une vieille Bible qu'elle avait trouvée, non pour les versets, mais pour le rythme des mots. Mazzie écoutait, les yeux lourds, s'agrippant à la manche de Barbara. Thomas, lui, restait silencieux. Il allait et venait avec le soleil. Il ne lui demanda jamais de rester plus longtemps, ne la remercia jamais. Il ne parlait que pour donner des instructions. Faites bouillir l'eau, surveillez le poêle, plus de foin. Et il ne l'appelait jamais par son nom, mais elle sentait son regard sur elle. Pas ouvertement, mais quand elle cousait une pièce sur le pull de Mazzie, elle sentait ses yeux s'attarder. Quand elle remuait le bouillon, il jetait un œil au bol avant de passer. La 3e nuit, Barbara s'endormit à la table de la cuisine. Elle rapiéçait des chaussettes, sales, épaisses et sales, de Mazzie et de Thomas, quand ses paupières devinrent trop lourdes. Thomas entra de la grange, une odeur de foin et d'air froid flottant autour de lui. Il s'arrêta sur le seuil, la contempla un long moment, puis s'avança sans un bruit. Il prit la couverture du rocking-chair et la posa délicatement sur ses épaules. Sa main plana un instant près de ses cheveux, puis se retira. Il éteignit la bougie, laissant la lueur de l'âtre faire le reste. Il ne dit rien, mais sur le seuil, il s'arrêta et se retourna. Son expression était indéchiffrable, ses yeux plus sombres que la nuit, et pour la première fois, ils n'étaient pas vides. Il la regardait comme un homme regarde quelque chose qu'il pensait ne plus jamais revoir, quelque chose de doux,
quelque chose de bon. Barbara remua dans son sommeil, mais ne se réveilla pas. Et pour la première fois depuis qu'elle était descendue de ce train, d'Uster ne lui semblait plus être une erreur. Pas à cause de l'homme, mais à cause de l'enfant qui s'accrochait à elle sans poser de questions, et de la manière silencieuse dont le père de cet enfant avait commencé à laisser sa douleur s'entr'ouvrir, juste assez pour laisser passer un filet de chaleur, juste assez pour la laisser rester. Barbara se levait chaque matin avant le soleil. Elle s'était habituée au craquement des vieilles lattes du plancher, à l'odeur de poussière et de bois. Dans le silence gris de l'aube, elle se déplaçait dans la maison comme un souffle, discrète, nécessaire. Elle nourrissait le poêle, faisait bouillir les flocons d'avoine, réchauffait le bouillon. Mazie, encore à moitié endormie, les boucles emmêlées, arrivait et s'installait à table sans un mot. Barbara n'avait jamais besoin de demander. Elle tressait les cheveux de la fillette, essuyait sa bouche, réparait un ourlet. Thomas ne disait jamais merci. Il hochait la tête une fois, mangeait en silence, puis partait au champ. Parfois, il s'arrêtait près de la grange, comme s'il voulait se retourner, mais il ne le faisait jamais. La deuxième semaine, il cessa de l'empêcher de le rejoindre dehors. Il lui tendait un panier, faisait un geste vers le potager, lui montrait quelle poule était agressive et quelle vache avait une patte fragile, mais il gardait ses distances. Ils travaillaient au même rythme, mais jamais ensemble. S'ils parlaient, c'était pour expliquer une tâche. Si elle riait quand une chèvre mâchonnait sa jupe, Thomas détournait le regard, comme si le son du rire était une langue qu'il avait oubliée. En ville, les murmures la suivaient. C'est la troisième, la pauvre petite. J'ai entendu dire que la dernière a pleuré jusqu'à en tomber malade. Elle souriait aux commerçants, ignorant les messes basses. Mais ce soir-là, en pliant un pull de Mazie, le poids de ses mots s'installa lourdement dans sa poitrine. Elle n'était pas sa femme. Elle n'avait pas sa place ici. Un après-midi, en ramassant les œufs, elle surprit un moment entre le père et la fille. Mazie somnolait sur le porche, le pouce près de la bouche. Thomas, qui réparait un volet, se figea en l'entendant murmurer. « Maman !» Barbara s'immobilisa. Thomas resta là, immobile, puis il posa son outil et rentra sans un mot. Ce soir-là, il ne parla pas au dîner. Barbara essaya de croiser son regard, mais il garda les yeux baissés. Elle ne pouvait pas lui en vouloir. Mais elle ne pouvait pas rester, pas dans un rôle qui n'était pas le sien. Elle fit son sac dans l'obscurité, laissa les bottes empruntées près de la porte, plia son tablier et posa une note à côté. « Merci de m'avoir laissé rester. » Le matin, elle se leva tôt, mais s'arrêta dans la cuisine. Thomas était déjà là. Il était devant le poêle, versant du porridge dans un bol, tout en tenant Mazie, ensommeillée et les joues roses, contre son épaule. Il ne leva pas les yeux. « Je pensais que vous partiez, » dit-il. « Je peux encore le faire. » Thomas déposa le bol, puis se dirigea vers sa chaise à elle, et y posa quelque chose. Son châle, le bleu dans lequel elle s'enveloppait chaque matin. Pas sur un tabouret, pas sur le banc, sur sa chaise. Puis il prit la cuillère et remua le porridge. Barbara s'approcha, ses doigts effleurant le châle. Thomas ne la regarda pas dans les yeux. « Mazie aime vos histoires. »« Et vous ?»« J'aime quand elle sourit. » Barbara s'assit. Ses mains tremblaient. Ce n'était pas à cause du froid. « Vous ne m'avez pas demandé de rester. »« Je ne savais pas comment, » dit-il. C'était la première vérité qu'il partageait. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais quelque chose de plus simple. Le début d'un lieu qui n'était pas le fruit du devoir ou du hasard, mais d'un choix. C'était presque le crépuscule quand Barbara ouvrit le mauvais tiroir. Elle cherchait une serviette propre. Mazie avait renversé du miel sur sa robe.
et Barbara s'était précipitée pour enlever la tâche. Le tiroir à linge, près de la cheminée, pensa-t-elle. C'est là que Thomas gardait les torchons. Mais sous une pile de tissus soigneusement pliés, ses doigts rencontrèrent du bois. Elle sortit une petite boîte usée, aux charnières rouillées et aux coins polis par le temps. Elle n'aurait pas dû l'ouvrir, mais ses mains agirent avant sa conscience. À l'intérieur, des papiers, des dizaines, des lettres, toutes écrites de la même écriture soignée et cursive. « À ma Mary !» Barbara retint son souffle. Elle ne les lut pas toutes. Elle déplia seulement celle du dessus. Une page jaunie sur les bords, l'encre bavée dans un coin. Elle était datée de près de 5 ans, mais la douleur dans les mots semblait récente. « Je ne sais pas comment vivre sans toi, » disait la lettre, « mais j'apprends, pour elle. Elle a tes yeux quand elle rit, et mon silence quand elle ne rit pas. Oh, je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction. » La lettre s'achevait là, sans signature, sans adieu. Juste une dernière ligne solitaire, écrite en caractères plus petits que le reste. « C'est le matin que je déteste le plus, le moment où tu devrais être là plus que jamais. » Barbara la plia avec soin, les doigts tremblants. Elle tenait encore la boîte entre ses mains lorsque Thomas franchit le seuil. Il s'arrêta net en la voyant. Ses bottes étaient couvertes de boue et un rouleau de corde pendait à son épaule. Son regard glissa du tiroir ouvert à la boîte qu'elle serrait. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis, sa voix, basse et tranchante, rompit le silence. « Ce n'est pas à toi. » Barbara hocha la tête. « Je sais. Tu n'en avais pas le droit. » « Ce n'était pas mon intention, » dit-elle doucement. « J'étais seulement... Maisie a renversé quelque chose. J'essayais d'aider. » Il fit un pas en avant, le regard assombri. « Je n'ai pas besoin d'aide pour ça. » Barbara ne bougea pas. Je n'essayais rien de réparer. Il resta là, sa respiration lourde. « Tu ne sais pas ce que c'est, » dit-il soudain, la voix tendue. « Perdre tout ton univers en une seule nuit, voir l'unique femme qui t'ait jamais vraiment vu se vider de son sang, ton enfant dans les bras, et puis regarder le visage de cet enfant chaque jour et prétendre que tu ne veux pas t'effondrer. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Les yeux de Barbara s'emplirent de larmes, mais elle ne sia pas, ne tendit pas la main vers lui, ne recula pas. « Je ne suis pas ici pour la remplacer, » dit-elle à voix basse. « Je suis juste là pour être présente. » Thomas détourna le regard, la mâchoire contractée, les mains serrées en poing le long de son corps. Un instant, elle crut qu'il n'allait rien dire, qu'il se replierait dans son silence habituel. Mais au lieu de cela, il murmura. J'écrivais, chaque semaine après sa mort. Barbara ne répondit pas. Elle savait qu'il ne fallait pas l'interrompre. Je m'asseyais dans la grange, et j'écrivais comme si elle était encore quelque part, à attendre, quelque part où je pouvais l'atteindre. Il marqua une pause. Je n'en ai jamais posté aucune. Elle les aurait lues de toute façon, dit Barbara avec douceur. Il releva les yeux vers elle. Elle avait l'air d'être une femme qui méritait d'être aimée, ajouta-t-elle. Elle l'était, dit-il. Elle l'est toujours. Le silence s'installa entre eux. Dehors, le vent fouettait les murs de la maison, faisant claquer un volet mal fixé. Le feu crépitait dans leur dos. Puis, de la chambre du fond, la voix endormie de Maisie s'éleva, un doux murmure haletant. « Maman. » Aucun des deux ne bougea d'abord. Puis Thomas expira, s'approcha et referma délicatement la boîte.
Ses mains s'attardèrent sur le couvercle une seconde de trop. Il ne la remit pas dans le tiroir, se contentant de la poser sur la commode. « J'aurais dû les brûler, » marmonna-t-il. « Et tu devrais laisser quelqu'un les lire, » dit Barbara. Il se tourna vers elle. « Pourquoi toi ?»« Je n'ai pas choisi ça, » dit-elle. « Mais je ne tournerai pas le dos. »« Oh !» Pour la première fois, quelque chose changea sur son visage. Il ne s'adoucit pas vraiment, mais se fissura. Une couche se détacha. En dessous, il n'y avait ni chaleur ni affection, mais quelque chose de brut. Une solitude qui avait bâti des murs si hauts qu'il avait oublié comment regarder par-dessus. Il lui lança un long regard indéchiffrable. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et quitta la pièce. Barbara resta seule dans la cuisine, la lettre encore gravée dans son esprit, ses dernières lignes inachevées, résonnant plus fort qu'elle n'aurait dû. Le soleil n'était pas encore levé. Le ciel à l'extérieur de la cabane avait une lueur pâle, striée de lavande et d'or. La maison était silencieuse. Même les poules n'avaient pas encore commencé à caqueter. Dans un coin de la chambre, Maisie dormait, blottie sous la couverture, un bras étendu comme pour attraper quelque chose dans ses rêves. Barbara la regarda un long moment, puis elle se retourna, saisit sa valise et se dirigea vers la cuisine. Thomas était déjà là. Il se tenait près du poêle, versant de l'eau dans la bouilloire. Il ne la regarda pas. Barbara s'éclaircit la gorge. « Je pars ce matin. » Il acquiesça sans se retourner. Elle attendit, espérant peut-être un mot, une question, n'importe quoi. Le silence persista. « Je crois que je suis restée plus longtemps que je n'aurais dû, » dit-elle enfin. « Maisie est plus forte maintenant. Vous allez mieux tous les deux. » Pourtant, il ne disait rien. Le cœur de Barbara se serra, mais elle esquissa un faible sourire. « Merci de m'avoir laissé rester. » Il la regarda enfin. Ses yeux étaient impénétrables, pas froids, mais distants, comme s'il s'était déjà préparé à son absence. « Je lui dirai que tu as dit au revoir, » dit-il. « Non, » répondit Barbara. « Je veux le lui dire moi-même. » Il hocha la tête. Quand Maisie se réveilla, Barbara s'agenouilla près de son lit. La petite fille cligna des yeux, encore ensommeillée, et bâilla. Puis elle vit la valise. « Non, » murmura Maisie. Barbara écarta une mèche de cheveux du front de l'enfant. « Je dois partir, ma chérie. » Maisie se redressa d'un coup, la lèvre inférieure tremblante. « Mais pourquoi ?» Barbara ne trouva pas les mots pour répondre. À la place, elle serra la petite fille dans ses bras. « Tu iras bien. Ton père t'aime tellement. » Maisie s'agrippa plus fort. « Mais moi aussi, je t'aime. » Les yeux de Barbara s'embuèrent. Elle cligna rapidement des yeux. « Je sais. Moi aussi, je t'aime. » Les petites mains de l'enfant se crispèrent sur le tissu de sa jupe. « S'il te plaît, ne pars pas. » Barbara lui déposa un baiser sur la joue. « Tu es si courageuse, Maisie. Et si gentille. Tu auras toujours une part de moi, même si je ne suis pas là. » Elle se releva doucement, détachant les doigts de l'enfant. C'était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. Thomas se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Barbara sortit, l'air froid du matin la frappant comme un mur. Elle marcha lentement sur le chemin, la valise à la main, le dos droit, même si chaque pas menaçait de la briser. Derrière elle, la porte se referma. Puis, un son, un cri, perçant, brut. « C'est ma maman maintenant. » Barbara s'arrêta net. La voix de Maisie était chargée d'une douleur pure. Ce n'était pas un caprice, ni une rébellion, juste un chagrin d'amour. Ses mains se resserrèrent sur la poignée de sa valise. Des pas lourds retentirent derrière elle.
Elle se retourna juste au moment où Thomas jaillissait de la maison, Maisie dans les bras. Le visage de la petite fille était rouge et baigné de larmes, ses mains encore tendues vers Barbara. Thomas la rejoignit. Il ne ressemblait plus à l'homme qu'elle avait connu des semaines auparavant, cet homme aux phrases courtes, qui portait sa douleur comme une armure. Il ressemblait à un père, quelqu'un qui avait déjà trop perdu et ne supporterait pas de perdre une chose de plus. « Elle n'est pas la seule à ne pas vouloir que tu partes, » dit-il, la voix rauque. Barbara le dévisagea. Thomas soutint son regard. « Je ne sais pas ce que c'est, entre nous. Je sais seulement que ça fait mal quand tu n'es pas là. » Maisie s'agrippa à sa chemise, sanglotant. Barbara tendit la main, caressant les cheveux de l'enfant. Puis elle regarda Thomas. « Je n'ai pas besoin de promesses, » dit-elle doucement. « Tant mieux, » répondit-il. « Je n'en ai aucune à te faire, juste des raisons de te demander de rester. » Barbara laissa tomber sa valise, et quand elle fit un pas en avant, ce n'était pas seulement vers lui, c'était vers eux. La tempête arriva sans prévenir. Le vent hurlait à travers les champs, brisant les branches et secouant les fenêtres. La pluie martelait le toit de la cabane comme des poings. À l'intérieur, Thomas s'affairait, fermant les volets, tandis que Barbara serrait Maisie contre elle, fredonnant doucement pour apaiser ses nerfs. Un éclair zébra le ciel. Puis vint le son, un craquement sinistre et indubitable, suivi d'un grondement sourd et profond. La tête de Barbara pivota vers la fenêtre. Une lueur rouge illuminait la nuit, juste derrière la crête. « La grange » murmura-t-elle. Avant que Thomas ne puisse réagir, Barbara avait enfilé son châle et s'était précipitée vers la porte. « Barbara !» Mais elle avait déjà disparu. La boue giclait sur sa jupe alors qu'elle courait. La grange se dessinait devant elle, le toit déjà léché par les flammes, la fumée s'élevant en spirale sombre vers le ciel. Des étincelles dansaient dans le vent, menaçant le hangar voisin. Elle s'arrêta brusquement, attrapa un seau et chercha l'abreuvoir. Thomas la rejoignit quelques secondes plus tard, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Tu es folle ?»« Pas le temps !» cria-t-elle par-dessus le vacarme. « Le cheval est encore à l'intérieur. » Sans attendre, elle se rua vers les portes de la grange, les ouvrant de force contre la résistance de la fumée et de la chaleur. L'air était lourd, suffocant. Le feu dévorait les poutres au-dessus de sa tête. À l'intérieur, le cheval hennissait frénétiquement, piégé derrière une poutre effondrée. Thomas fut à ses côtés en un instant. « Prends ce côté !» hurla-t-il. Barbara n'hésita pas. Ensemble, ils soulevèrent le bois calciné, leurs muscles hurlants, leurs poumons toussants, le visage couvert de suie. Le cheval s'élança dès que le passage fut libre, manquant de renverser Barbara dans sa panique. « Sors, vas-y !» insista Thomas, la poussant dehors. Barbara sortit en titubant, à bout de souffle. Le cheval galopait vers le pâturage, sauvé. La grange, cependant, gémissait d'une manière menaçante. « Elle est perdue !» commença Thomas, mais Barbara tirait déjà d'autres sauts. « On peut empêcher que ça se propage !» Il jura à voix basse, mais se joignit à elle. Ils travaillèrent au plus fort de la tempête, trempés et couverts de cendres. Lorsque les dernières braises s'éteignirent, le ciel à l'est commençait à peine à s'éclaircir. Barbara tomba à genoux, haletante. Thomas s'agenouilla à côté d'elle. « Laisse-moi voir tes mains. » Elle ne protesta pas. Ses paumes étaient couvertes de cloques rouges et à vif, là où la corde et la chaleur avaient brûlé la peau. Thomas prit délicatement ses mains, les tenant comme si elles étaient fragiles. « Tu es brûlée, » dit-il à voix basse. « Je survivrai. » « Tu n'aurais pas dû y aller seul. Tu aurais fait la même chose. » Il leva les yeux, croisant son regard. « Oui, » dit-il.
mais j'ai déjà trop perdu. Je ne le supporterai pas. Oh mais aïe. Il s'interrompit. Barbara déglutit. Le vent tirait sur ses cheveux, maintenant emmêlés de pluie et de suie. Sa poitrine lui faisait mal, mais ce n'était pas à cause de l'effort. Thomas sortit un chiffon de sa poche et l'enroula avec un soin expert autour de l'une de ses mains. Ses doigts étaient rugueux, calleux, mais son contact était d'une douceur incroyable. Puis il prit son autre main, la tenant un instant de plus avant de la panser également. Ses mains ne la lâchèrent pas. Barbara retint son souffle. Aucun des deux ne parlait. Ils n'en avaient pas besoin. Dans le silence, au milieu des ruines fumantes et de la brume matinale, quelque chose passa entre eux. Une entente, une connexion. Thomas regarda ses mains dans les siennes. « Tu es resté, » murmura-t-il, presque inaudible. Barbara leva les yeux. Il y avait une question dans sa voix, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais entendue. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se pencha en avant, pressant légèrement son front contre le sien, les yeux fermés. Ils restèrent ainsi, suspendus dans cet instant fragile et parfait, tandis que le monde revenait lentement à la vie autour d'eux. Bientôt, le rire de Messie résonnerait à nouveau dans la cour. Les corvées s'accumuleraient. Mais pour l'instant, la seule vérité qui comptait était celle de deux personnes, encore à genoux sur la terre humide, sans dire ce qu'elles savaient déjà, toutes les deux. La cuisine sentait le pain de maïs frais et l'huile de pain. Barbara le remarqua dès qu'elle entra. La table avait été nettoyée, frottée jusqu'à briller, et en son centre, une unique lampe à huile jetait une douce lueur ambrée sur 2 assiettes et 3 tasses. Messie se tenait à côté de la table, sa robe un peu trop nette pour une soirée ordinaire, ses boucles soigneusement peignées derrière ses oreilles. Barbara cligna des yeux, surprise. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Messie sourit. « C'est une surprise. » Avant que Barbara ne puisse ajouter un mot, Thomas sortit du couloir. Il avait changé de chemise. Le col était légèrement de travers, mais ses cheveux étaient peignés, et il se tenait différemment. Toujours prudent, mais avec une nouvelle détermination. Il s'éclaircit la gorge. « J'ai pensé que nous te devions un vrai dîner, pour tout. » Le cœur de Barbara fit un bond. Ils s'assirent ensemble à table, tous les trois. Messie bavardait entre 2 bouchées de pain de maïs et des cuillerées de haricots. Thomas mangeait en silence, son regard dérivant vers Barbara avant de se détourner rapidement. Une fois les assiettes débarrassées, Messie accourut vers la cheminée et a attrapé quelque chose derrière la lanterne. Elle est revenue, les mains en coupe, comme si elle protégeait un précieux secret. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-elle, les yeux écarquillés. Barbara s'est agenouillée. « Vraiment ?» Messie a hoché la tête solennellement et a déposé une petite bague en bois sculptée dans la paume de Barbara. « C'est papa qui l'a faite pour toi. » Barbara la contempla, le souffle court. La bague était simple, polie par un ponçage minutieux, les veines du bois chaudes sous ses doigts. Quand elle a levé les yeux, Thomas s'était approché. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, » dit-il d'une voix basse et stable, « mais je voulais que tu aies quelque chose fait de mes propres mains. » Barbara se releva lentement. Thomas croisa son regard. « Tu n'as jamais été censé attendre à la gare, » dit-il. « Tu étais censé arriver ici. » Les lèvres de Barbara tremblèrent. « Je sais, » continua Thomas en prenant doucement sa main. « Je ne suis pas un homme facile. Je n'arrive pas avec une maison pleine de rires ou de souvenirs heureux. J'arrive avec des cicatrices, du silence, et une petite fille qui a besoin de plus que tout ce que j'ai jamais su donner. » Yassi, Pakobai. Messie grimpa sur une chaise voisine, observant la scène, retenant son souffle. Thomas prit une profonde inspiration. « Mais j'arrive aussi avec la promesse de passer chaque jour à apprendre comment mériter la bonté que tu nous as déjà offerte. »
Ali. Les yeux de Barbara s'emplirent de larmes. Il porta la main de la jeune femme contre sa poitrine, où son cœur battait fermement sous ses doigts. Ce n'est pas seulement moi que tu épouserais, mais nous. Pendant un instant, Barbara ne put que le regarder. Cet homme qui autrefois ne disait rien, ne ressentait rien, ne s'ouvrait jamais. Aujourd'hui, il lui demandait tout. Des larmes coulèrent sur ses joues avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle pressa son front contre le sien. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui. » Maisie applaudit en sautant de sa chaise. « Elle a dit oui !» Barbara rit à travers ses larmes, et Thomas sourit. Un sourire vrai, apaisé, complet. Il glissa la bague en bois à son doigt. Elle ne brillait pas, ne scintillait pas, mais elle était parfaite. Et dans la douce lumière de la lanterne, entourés par rien de plus que leur silence partagé et les rires de Maisie, leur avenir commença. Pas grandiose, pas bruyant, mais constant et éternel. Un an plus tard, le ranch Callahan ne résonnait plus de silence. Les rires emplissaient les couloirs. Les éclats de rire aigus de Maisie poursuivaient les pas de Barbara et les fredonnements de Thomas tandis qu'il travaillait dehors. Les volets restaient désormais ouverts, laissant entrer la lumière du matin. Une jardinière fleurissait sur le rebord de la fenêtre, obstinément éclatante contre le décor poussiéreux. Barbara se déplaçait avec aisance dans la cuisine, retournant des pancakes dans une poêle, tandis que Maisie, assise à table, dessinait avec un morceau de charbon. Thomas entra, les bras chargés de bois de chauffage, et s'arrêta juste assez longtemps pour déposer un baiser sur la joue de Barbara. Un geste si naturel maintenant que cela la surprenait presque, quand elle pensait à l'homme qu'il avait été. Après le petit déjeuner, alors que Maisie jouait dehors dans la terre avec ses poupées en bois, Thomas se tenait près de la cheminée, fixant le cadre vide qui y était suspendu depuis des années. La vieille photo qu'il contenait s'était effacée depuis longtemps, et le verre fissuré avait été retiré. Il se tourna lentement vers Barbara, un pli pensif sur le front. Je me disais, commença-t-il en se frottant la nuque, il est peut-être temps de remettre quelque chose dans ce cadre. Barbara posa son torchon. Tu veux accrocher une photo? Il acquiesça. Une vraie photo de nous. Le genre de photo dont elle n'aura jamais à attendre pour faire partie. Barbara sourit doucement. En es-tu si sûre? Elle y est déjà, dit-il en regardant par la fenêtre Maisie, accroupie près du poulailler. Il est juste temps que le monde le voie aussi. Une semaine plus tard, ils se rendirent en ville dans leurs plus beaux habits. Barbara portait la robe bleue qui, selon Thomas, s'accordait avec le ciel de Dostmer. Maisie avait des rubans dans les cheveux et une tache sur le nez qu'elle refusait d'essuyer. Thomas portait une chemise blanche impeccable, fraîchement lavée, maladroitement rentrée dans son meilleur pantalon. Dans la boutique du photographe, l'homme ajusta la lumière, les plaça et compta lentement. Thomas tenait la main de Barbara. Maisie était assise sur les genoux de son père, un bras autour de l'épaule de Barbara. « Ne bougez plus, » dit le photographe. Ils restèrent immobiles. Et quand l'obturateur se déclencha, quelque chose a changé. La photo arriva une semaine plus tard, enveloppée dans du papier kraft. Barbara l'ouvrit délicatement, ses doigts tremblant légèrement, alors qu'elle l'exposait à la lumière. Ils étaient là, 3 personnes, une famille. Personne n'attendait. Ce soir-là, après que Maisie fut couchée, Barbara s'assit près du feu et sortit la vieille boîte en bois, celle contenant les lettres sans âme de Thomas. Elle l'ouvrit lentement, sortant quelques-unes des pages jaunies. Puis, avec soin, elle plaça la photo dans la boîte, à côté d'elle. Ensuite, elle prit une feuille de papier vierge et commença à écrire. « Chère Barbara,
Tu as cru avoir été oublié. Tu as cru que ton nom ne serait jamais appelé et que ta place dans ce monde t'avait échappé sur le quai de la gare. Mais tu n'as pas été oublié. Tu étais envoyé, guidé, peut-être pas vers l'homme que tu attendais, mais vers la vie dont tu avais besoin, vers une petite fille qui avait un vide dans le cœur que toi seul pouvais combler, vers un homme qui ne croyait plus que quelqu'un resterait, vers un ranch qui n'avait pas besoin d'être sauvé, mais guéri. Tu n'étais pas une erreur dans un contrat, tu étais la réponse à une question qui n'avait pas encore été posée. Et maintenant, tu n'attends plus, tu es chez toi. Elle signa simplement « Barbara Callahan ». Quand Thomas la rejoignit plus tard sur le porche, il lui tendit une tasse de cidre chaud et s'assit à côté d'elle en silence. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, et le vent soufflait doucement sur les prairies. « Elle dort avec la photo sous son oreiller », dit-il avec un léger sourire. Barbara posa sa tête sur son épaule. Ils restèrent ainsi un long moment, le genre de silence qui n'apportait plus de douleur, mais seulement la paix. Thomas se tourna vers elle. « As-tu déjà pensé à ce qui se serait passé si cette lettre était parvenue au bon destinataire ?» Barbara gloussa. « Je pense surtout à ce qui se serait passé si cette petite fille n'était pas venue à ma rencontre avec ses bottes géantes. » Il lui embrassa la tempe. « La plus intelligente d'entre nous. » Elle acquiesça. « Et la meilleure marieuse que j'ai jamais connue. » Ils rirent tous les deux, d'un rire chaleureux et sincère. Et dans ce rire, le dernier vestige de la solitude s'estompa dans le passé. La lumière du porche resta allumée un peu plus longtemps ce soir-là, juste assez pour dire « Personne n'attend seul ici. Plus jamais. Merci de m'avoir écouté. » Elle a attendu 3 jours à la gare. Une histoire d'amour inattendue et de 2 âmes trouvant la paix en découvrant un foyer là où on l'attend le moins. Si vous aimez les romances western au rythme lent, n'oubliez pas de vous abonner à Histoire d'amour du Far West. De nouvelles histoires touchantes chaque semaine, uniquement sur cette chaîne. Aimez, partagez et préparez-vous pour la prochaine histoire.